Salut Diane. Salut Nathalie. Tu vas bien? Oui, je vais très très bien. Ouais, je suis ravie de t'avoir avec moi. Et moi, je suis ravie d'être ici. Merci pour cette invitation. Mais avec plaisir. En fait, quand j'ai mis en place ces vidéos, je faisais un peu la liste des gens avec qui j'avais vraiment du plaisir de parler et qui j'avais envie d'entendre parler un peu de ton expérience de vie et de tes perspectives. Et j'avais très envie de faire cette vidéo avec toi parce que déjà, je te trouve extrêmement solaire comme personne. On en a parlé dans une vidéo avec Sabrina juste avant, mais tu es très fort connecté à ton enfant intérieur. Et tu es en train de mettre en place, enfin tu es en plein dedans en plus, tu as un projet très spécifique qui est en train de se passer en ce moment, et en plus tu le fais d'une manière complètement assez incroyable, on va dire atypique. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de parler avec toi dans cette vidéo, c'est cette capacité que tu as d'accueillir la vie, d'aller dans l'expérience de vie et d'être ouverte à tout ce qui se passe et surtout oser des choses qui, a priori, ne se font pas. Et voilà, donc est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, déjà pour commencer, est-ce que tu aimerais bien dire 2-3 mots sur toi et qu'est-ce que tu fais? Donc moi, je suis Diane Borcar, je suis la fondatrice de BeBloom et j'exerce le métier particulier de génératrice d'enthousiasme. Donc dans ce sens, j'accompagne les clients à changer d'état d'esprit, à tourner leur cerveau, à voir la vie autrement, à tout mettre en œuvre pour, j'ai envie de dire, se sentir bien et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et en se tournant vers la bienveillance, le respect, le non-jugement, l'amour, en fait, ce qui est attendu de nous sur cette planète, de se tourner vers l'amour plutôt que vers la peur, dans toutes nos décisions, dans tous nos choix de vie. C'est un petit peu ça l'idée. J'accompagne autant en entreprise que pour les particuliers. Et puis, ça fait 20 ans, en fait, que je suis à mon compte et que je... Il y a du bagage. Ah, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience, on peut le dire quand même, il y a de l'expérience. Voilà. En tant qu'entrepreneur, avant ça, j'étais aussi 20 ans dans les grandes entreprises, dans les ressources humaines. Donc, il y a aussi cette quand même connaissance du monde professionnel. Et de la connexion à l'autre, parce que dans les ressources humaines, ça demande quand même aussi de prendre toujours en compte l'entièreté de la situation et de l'autre. Absolument. La passion à la base, c'est bien ça. C'est les relations humaines et le transfert de connaissances, le partage d'expériences. Ça, c'est quand même les passions de base. Mais plus ça va, plus je comprends. En fait, tout se transforme toujours. À chaque instant, ça se transforme. Mais ce que je comprends, en fait, c'est que mon travail, finalement, c'est juste de poursuivre le travail sur moi. Ouais. C'est ça, au final. C'est même pas qu'est-ce que je fais. C'est juste... Pour moi, maintenant, ça a beaucoup changé ces derniers temps, comme on va peut-être en parler par rapport à ce que je suis en train de faire maintenant, mais c'est de comprendre que mon rôle, c'est juste d'être là, d'être moi-même, de faire mes dianeries, comme j'aime bien appeler, et puis de laisser la vie organiser les choses, en fait, de suivre ce qu'elle me propose. Ouais. Donc, tout se transforme en permanence. Ce que j'adore et ce que tu dis là, c'est en fait, finalement, d'oser juste être soi, et de ne pas s'incomber d'une mission ou de quelque chose d'autre. Ce qu'on entend énormément dans la spiritualité, ou bien en tout cas dans tout ce qui est un peu de l'ésotérisme, on va dire ethno, donc assez récent, on parle énormément de mission de vie, et j'ai l'impression que les gens se mettent une pression incroyable pour trouver c'est quoi mon truc, je suis fait pourquoi, et on va chez des thérapeutes pour qu'on ait des missions, pour qu'on nous dise toi, tes dons, c'est ça, ça, ça. Comment toi, tu vois ça? Bon, déjà, je trouve que toi, tu as une approche qui est très terre-à-terre. Hein. C'est très ancré. Du coup, comment pour toi, ça répond quand tu parles justement de ces missions de vie? Est-ce qu'à un moment donné, c'est une question que tu t'es posée? Ou pour toi, justement, ça a toujours été non, j'ai juste besoin d'être? Oui. Alors, ça n'a pas toujours été j'ai juste besoin d'être. Je veux dire, c'est quand même le résultat d'une évolution ou de transformation d'un long processus de transformation personnelle qui ne finit jamais. En fait, c'est la non-ending story, là. Non, moi, j'ai toujours suivi ce que j'aime faire. Et j'ai eu cette chance peut-être d'avoir toujours sur mon chemin quelque chose de « Ah, ça, j'aimerais faire ça. Ah, ça, j'aimerais faire. Ah, ça. » Et puis, chemin faisant, transformation personnelle avançant et tout ça, j'ai compris c'est quoi que j'aime le mieux faire, c'est dans quoi que j'excelle. Et donc, ma mission, elle tourne là autour. Mais en fait, je ne me suis jamais posé la question, c'est quoi ma mission de vie? J'ai plutôt compris, en regardant dans le rétroviseur, c'était ça ma mission. Mais en fait, je le faisais déjà. C'est presque, j'ai plutôt compris que j'étais sur la bonne voie parce que je fais les choses que j'aime et parce que je fais que ce que j'aime et de plus en plus que ce que j'aime. Et donc, voilà, je sais que c'est ça qui est juste. Et au final, ça, c'est aussi des compréhensions
presque assez récent de me dire, non, mais Diane, tu dois juste être. C'est tout. Oui. Tu dois être toi. Voilà, pas te comparer à rien du tout, pas te mettre des objectifs de je sais pas quoi, mais faire... Alors, après, je me mets aussi des fois des objectifs, mais parce qu'ils sont justes. Par exemple, dans le projet pour moi, il y a que j'ai avoir maintenant, la vision, excuse-moi de te couper, mais c'est juste avoir la vision, avoir une vision de là où tu aimerais aller, versus s'enfermer dans des étapes et des objectifs qui peuvent être très qui peuvent nous restreindre, en fait. C'est ça, exact. Ouais. Bah oui, pour moi, le but final, l'objectif, c'est de me sentir bien, en fait. C'est tout bête. Il y a des gens qui se cassent la tête pour savoir c'est quoi mon objectif de vie, c'est quoi mes rêves et tout. Moi, je veux juste me sentir bien. Au moins, moi, j'aime quand c'est simple. Alors ça, c'est simple. Et voilà, et d'agir comme un grand sage. Voilà. Ouais. Moi, c'est ça. Alors, je me pose sur cette question hein, quand j'ai des situations, je me dis est-ce que je suis en train d'agir comme un grand sage ou comment ferait le grand sage. Voilà. Donc, c'est assez simple, en fait. Ça, c'est ma vision. C'est comme ça, ça qui me guide. Ça me va très bien, cette simplicité. Simple. Il y a quelque chose sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est que justement, tu parlais de faire les choix. Les choix qui vibrent, moi j'ai envie enfin je le reformule comme ça, hein, c'est les choix qui vibrent le plus. Oui. Et pour moi ça fait vraiment écho à tout ce qu'on entend. Encore une fois, je mets toujours un peu la spiritualité au centre parce que c'est un peu un peu mon dada, mais ce qu'on est, hein. C'est la loi de la manifestation. Et je peux voir beaucoup de contenu sur les lois de la manifestation, et il y en a très peu qui parlent justement, enfin on nous dit vibre déjà ce que tu aimerais être. Alors ça, j'en suis d'accord. Mais en pratique, finalement, il y a peu de consistance. Les gens, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas connectés au fait que c'est important, que pour manifester, c'est extrêmement important d'être connecté à son présent et à qui tu es dans le présent. Et qu'en fait, chaque choix que tu fais construit ton futur. Mais donc, du coup, tu as besoin de faire chaque choix le plus conscient possible pour aller vers cette vision et ce futur que tu aimerais construire pour toi-même. Et ce que je trouve très important dans ce que tu as dit d'une manière complètement différente, mais qui pour moi se rejoint, c'est qu'en amenant cette présence et cette conscience à chaque instant, tu es capable de sentir la vibration de ton choix et aller vers ce qui te fait vibrer le plus haut. Oui. Et donc, dans toutes ces lectures de développement, quand tu fais constamment le choix de vibrer le plus haut, tu ne fais que ouvrir le meilleur futur qui se présente à toi. Oui. Ça te parle comme ça ? Oui, ça me parle. Tout à fait. Oui. Moi, comme tu dis, moi, je suis assez terre à terre comme ça. Je pense que j'ai quand même bien la tête dans les étoiles. Enfin, je ne peux pas me définir vraiment parce que tout ce que je vois autour de moi, il me semble que je suis un peu de ça, puis un peu de ça, puis un peu de ça. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde dans le fond. Mais voilà, peu importe. En tout cas, pour peut-être dire les choses autrement que ce que tu viens d'exprimer, mais encore une fois, comme tu dis, c'est la même chose. Pour moi, si ça ne fait pas un de grand oui, c'est non. Ben ça, c'est super important parce donc que voilà, les gens, ils restent entre deux portes pendant longtemps, mais je ne sais pas si c'est oui, si c'est non. Alors c'est non, en fait. C'est non, et c'est ça. Si j'hésite, si je ne sais pas, puis je ne veux pas dire le vilain mot, mais je trouve qu'il claque. Tu peux le dire, vas-y, tu peux le dire. Non, mais après, je fais attention de ne pas dire des vilains mots, mais je ne sais pas, quand je suis vraiment dans le truc, et je trouve que des fois, il y a des vilains mots qui tombent bien, mais je dis, si ça ne fait pas un putain de grand oui, c'est non. Ouais. Tu vois ? Et c'est clair, comme ça, c'est plus facile, tu tergiverses moins, tu perds pas du temps. Alors, je dis pas que je tergiverse jamais, il y a aussi des choses où ça me questionne, mais j'essaie toujours de me rappeler ça. Diane, ça fait un putain de grand oui ou non ? C'est non. Oui. Ça te prend plus de 5 minutes pour prendre une décision ? C'est non. C'est bon. Et ça veut pas dire que c'est non pour la vie, ça veut dire que c'est non maintenant. Dans l'instant. Aussi. Et puis comme ça, ça me met pas une charge mentale. Bien sûr qu'il y a des choses qui... Ça va peut-être pas dire oui pendant 2 ans, mais c'est quand même ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas le moment. Oui. Et puis tout d'un coup, la vie, elle organise tout et paf, ça se fait. Oui. Tu n'as même rien vu venir. Il y a quand même des décisions qui sont difficiles à prendre et puis qu'on hésite. Hein. Mais voilà, tant qu'on hésite, on laisse faire. C'est pas le moment, c'est tout. Oui. Et je pense que c'est un très bon baromètre, ton putain de oui ou non. J'adore. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à écouter ce putain de oui parce qu'en fait, ils sont tellement dans des injonctions de la pression de ce qu'il y a autour d'eux, de faire juste, d'être la bonne personne dans la bonne situation. Hein. C'est un truc qu'on nous a inculqué très, très fort, hein, d'être la bonne personne. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que de faire un choix pour soi, c'est être fondamentalement égoïste et c'est vraiment une caractéristique que les gens n'aiment pas. Ah, mais lui, c'est un gros égoïste et tout ça.
Alors que j'ai l'impression que l'égoïsme, au fond, il existe que quand c'est quelqu'un qui ne prend jamais en considération son environnement, mais on est capable de faire des choix pour soi en prenant connaissance de l'environnement, mais en respectant profondément qui on est. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est fondamental, je pense, oui. Et dans ton parcours de vie, avant, tu étais dans ces injonctions. Oui, complètement, oui. Et du coup, comment tu as commencé à écouter ce oui, quoi, tu vois? Oui, pour moi, c'était vraiment... Donc, le processus, il a commencé vraiment aussi loin que je me rappelle, en fait, dans l'adolescence. Enfin, je me suis toujours posé des questions, hein, puis j'ai commencé des lectures. J'ai fait un chemin, mais un petit peu de ça, un petit peu de ça. Quand j'allais pas bien, j'allais voir quelqu'un, je disais, là, je vais vraiment trop mal, en fait, puis j'ai découvert la méthode Greenberg, j'ai fait plein de choses, un peu comme des petites pièces de puzzle. Et puis, un des éléments qui a été le plus transformateur possible, vraiment un très, très grand axe de transformation, c'est de me libérer du pessimisme, en fait. C'est vraiment ça, de me libérer de tous les râleries, les jugements, les critiques, les sarcasmes. Et ça s'est fait dans le contexte d'un programme pour lequel je me suis formée pour l'enseigner, puisque j'étais dans le partage et dans l'enseignement. Donc, je savais que j'en avais besoin pour moi et que j'allais l'enseigner. Donc, le programme s'appelait « J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint ». Et là, il y avait un challenge de 21 jours sans râler. Dur. Quand on le commence, dur. Hein. Vas-y, tu fais pas ça en une fois. Hein, et 21 jours consécutifs. Hein. C'est-à-dire que chaque fois que tu rates, tu recommences à 1. Ouais. Et tu restes à 1 assez longtemps quand même. Hein, parce que globalement, tout être humain, d'un point de vue c'est un automatisme qu'on râle entre 30 et 50 fois par jour. Ça, c'est tout un chacun lié à l'éducation qu'on a eue, à ces injonctions qui nous ont été bien mises dans la tête. Enfin, voilà. Donc ça, c'était la première grosse étape pour passer justement d'une vie sous une couche de stratus, avec des belles éclaircies et tout ça, voilà, à une vie dans le ciel bleu, avec des nuages qu'il y aura toujours. Mais vraiment faire une grosse inversion. Ça, c'était que le point de départ, parce que sans ça, après, c'est selon moi, parce que ça correspond à mon parcours, il y a plein d'autres chemins, on est d'accord. Mais pour moi, ça, c'est ce qui a permis tout le reste. C'était le point de départ. Si on n'est pas libéré de ça, de ce pessimisme, de ces râleries et tout ça, comment on peut ouvrir? Si on n'est pas dans le ciel bleu, on ne voit pas les opportunités, on ne voit pas les possibilités. Donc, ça a commencé par ça, cette compréhension que je suis la personne la plus importante pour moi, je suis ma meilleure amie. Si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres autour de moi. De libérer cette fausse croyance qu'on est égoïste quand on prend... Enfin, tout ça, toutes ces choses, pour moi, c'était dans ce un peu paquet de base. Et puis après, alors, ça ne s'est plus arrêté, puis ça fait comme pas un entonnoir qui se ferme, mais un entonnoir. Moi, je suis dans le contre, je suis en train de remonter l'entonnoir et ça s'ouvre, ça finit plus de s'ouvrir avec plein d'autres étapes comme en 2021. Donc ça, c'était en 2014. En 2021, j'ai pris cette décision consciente de dire oui à mon âme, en fait, de lui donner carte blanche, de dire oui et d'écouter chaque fois que je sens qu'il y a quelque chose pour moi ou que j'ai cette impression de recevoir un message, je dis oui, je discute pas. Je discute plus, en fait. Ouais. Donc, j'y vais. Et puis, bien sûr, parfois, je dis « Oh non, mais pas ça, s'il te plaît. » Et puis, je dis « Non, j'ai pris la décision, j'y vais. Hein. » Mais vraiment, j'ai dû faire des choix pour respecter cette décision. C'est pas toujours drôle. Ça demande, on en parlait aussi, hein, de l'observation, s'observer. Et ça demande cette décision d'aller vers l'inconfort. Alors, après, pas dans la souffrance. Hein. Voilà, je parle pas de souffrance. On joue un petit peu sur les mots, mais pour moi, la décision d'aller vers l'inconfort, c'est plutôt qu'on accepte l'inconfort, mais là, c'est plutôt une décision d'aller vers le confort. Exactement. La décision, elle est d'aller vers un mieux, si tu veux. Et on accepte de passer à travers un inconfort pour le mieux. Mais pour beaucoup de personnes qui restent encore bloquées dans une situation, ils restent dans ce qu'ils pensent être un confort, qui en fait est un inconfort. Et on a de la peine à aller vers l'inconfort qui devient un confort, puisqu'on vient vers une libération, on vient vers une joie de vivre. Hein. On récupère sa joie de vivre. Je pense que si j'avais rencontré la Diane d'il y a 6 ans, 7 ans, 10 ans, ce ne serait pas la même chose.
Non, j'ai envie de dire d'il y a 11 ans, en tout cas. Il y a non, 11 ça, ans, c'est pas la même, voilà, ça, c'est sûr. c'est Non, pas, ça, c'est pas la même. Et donc, non. du coup... Et de toute façon, c'est pas la même que celle de demain non plus, parce que, encore une fois, ça se transforme tout le temps. Mais j'espère, on va dire comme ça, j'espère que le gros est fait. En tout cas, ça continue d'évoluer. Que maintenant, tout ça. c'est que du kiff. En gros, c'est ça quand même, ouais. Ouais. J'ai envie de dire, oui, en gros, c'est ça. Ça n'enlève pas que c'est des challenges, que c'est des, encore une fois, des prises de décision, voilà. Je voudrais pas faire croire que tout est rose, mais n'empêche que une fois que les gros travaux sont faits, moi j'aime bien comparer ça aussi à, genre, je sais pas, tu t'achètes une ferme qu'il faut rénover du plancher au toit, quoi, il faut tout refaire. Puis tu commences par la base, tu commences par le sol, tu commences par l'isolation, tu commences par... Ouais, puis tu dois faire tout, donc c'est un boulot de dingue, c'est titanesque. Oui. Une fois que les gros travaux sont faits, c'est jamais fini, parce qu'après tu vas mettre du confort, après tu vas mettre, une fois que le toit, il n'y a plus de l'eau qui coule, et puis que tu peux y habiter, disons, qu'il y a du chauffage, voilà, mais après tu as tout les finitions, les peintures, la décoration, et puis une fois que tu as tout fini, tu vois qu'il faut recommencer dans une pièce. Donc voilà, ça finit jamais, mais enfin, tu es quand même... La vie dans une vieille ferme qui a été rénovée, elle est belle. Oui. Même si tu continues de faire des travaux, des finitions, tu vois. Ouais. Donc, j'ai cet espoir, en tout cas, que j'en suis là. Les gros travaux, inconforts, les grosses difficultés, les grosses douleurs de la vie, elles sont derrière. Ça n'empêche pas les nuages ou les coups de tonnerre et tout ça. Hein. Dans le ciel bleu, il y a encore... Il faut faire un peu la distinction. Mais quand même, la vie, elle est tellement plus belle. C'est plus doux. Ah oui, mais c'est juste incomparable. C'est incomparable. Tu as la joie, tu as la légèreté. Tu dis, mais comment... Combien de fois je me suis dit, mais c'est si simple. Une fois que tu as fait les gros travaux. Ouais. Mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus vite ? Mais comment j'ai fait pour arriver à la personne que j'ai, de la jeune adulte que j'étais ? Enfin, la jeune adulte, j'étais déjà... J'avais quand même 45 ans. Hein. J'étais déjà plus une jeune adulte, mais comment j'ai fait pour... m'embourber pareillement. Tu vois, ça c'est très intéressant que tu le dises parce que ça c'est un processus de pardon qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à faire. Et en fait, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils sont en train de juger la personne qu'ils étaient avec la version 2 actuelle. Mais la version 2 actuelle a compris les choses, où c'est nourri et en train de faire le puzzle, en train d'assembler les pièces. Et ils perdent des fois en perspective qu'en fait, c'est justement parce qu'ils ont été tout ça qu'aujourd'hui, ils sont capables d'assembler des pièces. Hein? Oui. Et il y a vraiment cette dynamique de « si j'avais su ». En fait, déjà, pour moi, il y a deux problèmes là-dedans. C'est qu'on se désaxe de son présent. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'acceptation du présent quand on est toujours dans « et si j'avais su ». Et de deux, il y a vraiment cette notion de bienveillance, de pardon et de comprendre qu'en fait, on est en mouvement perpétuel. On est en apprentissage perpétuel et qu'il y a des moments dans la vie, on porte des œillères. Et que ces œillères, même si quelqu'un venait vers toi il y a 10 ans et disait « Diane, t'as des œillères », tu n'aurais pas pu entendre. Bien sûr que non. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas dans la capacité d'accueil. C'est ça. Et j'aime beaucoup rebondir là-dessus parce que tu parles aussi du processus du pardon. Parce que quand on commence des transformations comme ça, on a peut-être envie d'en vouloir à tout le monde. Oui, c'est pas l'éducation que j'ai eue, donc c'est faute de mes parents, je ne sais quoi. Jamais. Et puis, comme tu dis, le pardon envers soi-même, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut à l'instant T. On peut pas être autre chose. Mais ça veut dire que tous les autres autour de nous aussi. Et j'aime beaucoup cette phrase de Pierre Pradervan qui dit « Chacun est à chaque instant à son plus haut niveau de conscience ». Ça veut dire que quoi que ce soit qui t'arrive, quelqu'un qui est désagréable envers toi ou je ne sais quoi, tu peux que lui pardonner, lui envoyer de l'amour. Il n'y a pas d'autre réponse. Oui. Envoie-lui de l'amour à cette personne. Déjà, protège-toi, que ce n'est pas contre toi, que ce n'est pas toi le problème. Il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de personnel. On arrive sur les accords Toltec. Il n'y a rien de personnel, donc tu ne le prends pas pour toi. Mais surtout, tu envoies de l'amour à cette personne-là parce qu'elle est à son plus haut niveau de conscience. Alors après, peut-être on doit s'éloigner de certaines personnes dont le niveau de conscience ne nous convient pas, mais il n'y a même pas besoin de s'éloigner parce qu'on est attiré par des gens qui sont plus, comme on dit, sur la même longueur d'onde. Oui. Et donc ça, je trouve que ça fait partie des plus beaux apprentissages, en fait, de rester dans le non-jugement et de la compréhension. Moi, je n'ai pas toujours été la personne que je suis maintenant. Je ne suis pas encore la personne que je serai plus tard. Je suis juste comme je suis maintenant, mais chacun est juste comme il est maintenant et c'est juste d'être comme ça. On va parler de maintenant.
Du coup, comme on y est, maintenant, tu es en train de vivre une aventure assez extraordinaire. Donc, tu as écrit ton premier livre qui s'appelle Reste assis sur ta chaise, respire et sois heureuse. Je le montre juste là. Qui était ton premier livre, qui a été ta première impulsion d'écriture, n'est-ce pas? Qui a été un voyage en soi et que je recommande à lire. C'est une expérience très personnelle, qui est très authentique. Je te trouve pleine d'humilité. Donc voilà, je le recommande. Mais surtout, j'ai pris le premier livre parce qu'en fait, en ce moment, je ne peux pas tenir celui que tu es en train d'écrire. Non. Mais j'aimerais bien qu'on en parle. Oui. Parce que quand je parlais que tu as cette ouverture et que tu es connecté à ton enfant intérieur, c'est que j'ai l'impression que tu as pris l'écriture de ce deuxième livre comme un jeu. Parce que la vie est un jeu. Ouais. Et tu veux bien me raconter les règles de ton jeu, du coup? Oui. Eh bien, bon, comme j'ai exprimé, j'ai pris cette décision consciente de dire oui à mon âme, si on veut bien, enfin, de répondre oui à la vie et de faire ce qui est attendu de moi, si on veut bien. Et donc, l'année dernière, je suis allée marcher en montagne avec une amie. C'est pas trop mon truc de marcher en montagne, donc je me suis un peu mis dans ma bulle. Il fallait quand même grimper, il y avait un petit effort à faire, même si ce n'était pas si pire, mais quand même. Et puis, je me suis vraiment mise à m'observer et à me dire, mais prends le meilleur de cette expérience, parce que la vie, voilà, c'est que des expériences. La chance que tu as, que ton amie, elle t'amène là. Enfin, j'étais un petit peu dans cette énergie. Et tout d'un coup, ça me vient l'idée, quand tu seras prête à écrire un deuxième livre, eh bien, tu vas t'inviter chez des gens que tu connais déjà ou que tu rencontres. Et l'idée, ça va être que tu restes 1 ou 2 semaines chez eux, juste avec un lit, une table, une chaise, tu te poses, tu te mets dans ton espace, dans ta bulle, et tu écris. Et ça m'a mis en joie. Ouais. Et je venais d'exprimer la veille à cette amie, je venais de lui exprimer, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'attends des instructions de la vie. Comme si, je ne sais pas trop dans le premier livre, ça a changé quand même beaucoup de choses pour moi, j'ai pris des décisions d'arrêter certaines de mes activités. J'étais un peu perdue là au milieu. Je dis, OK, si j'arrête mes activités, mais je fais quoi à la place? Donc, j'étais un peu perdue dans ces réflexions. Puis, j'ai exprimé ça. Il me semble que j'attends des instructions de la vie. Le lendemain, j'ai cette information-là. Eh bien, tu vas t'inviter chez des gens et ça me met en joie. Je dis, mais c'est une super idée, ça. C'est génial. Et j'arrive, le but de notre balade, c'était le refuge Albert Ier, au-dessus d'Argentière. On arrive au refuge. Il y a un couple qui s'assied à côté de nous. Parfait inconnu, bien entendu, et ils nous disent qu'ils viennent du sud de la France, de la région de Cassis, qui sont en vacances à Chamonix, mais ils rentrent d'Alsace, et sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés à Bulle. Donc ça crée un peu du lien. Je dis, tiens, moi j'habite à Bulle, voilà, ça crée du lien. On papote un moment, et je ne sais pas comment c'est venu, mais le monsieur, le mari, il sort son téléphone, il me montre des photos de sa maison. Il me dit, ça c'est là où j'habite. Et bien forcément, moi je vois ça comme un signe. Et je lui dis sur une boutade, je dis, mais il ne faut pas me montrer des photos de ta maison 1 heure après que moi j'ai eu l'idée de m'inviter chez des gens pour écrire un deuxième livre. Et puis il me dit, oui, viens. Et je dis, bon, alors ça c'est facile au sommet de la montagne. Tu rigoles un peu comme ça, ouais, chiche. Et puis il m'a donné sa carte de visite. Mais après, la vie, elle m'a encore plus bousculée parce que la semaine suivante, je me suis dit, alors pour commencer le deuxième livre, je retournerai en Irlande, là où j'ai fini l'écriture du premier, chez John, qui est une personne chez qui je suis restée 2 mois et demi. Je lui ai promis de retourner le voir. Donc j'ai dit, je vais retourner voir John et commencer le deuxième livre là-bas. Et quelques heures après, pareil, je reçois un message d'une amie de John qui me dit qu'il est très malade. Vraiment un message très énigmatique, il y avait 5 mots. Écoute, John est très malade, point barre. Rien d'autre. Une fille avec qui j'ai eu aucun contact depuis que j'étais rentrée d'Irlande. Et donc, je comprends qu'il y a urgence, qu'il faut que j'aille en Irlande. Et 1 semaine après, je prends mon billet d'avion et je pars en Irlande. Et en effet, John avait un cancer dont il ne s'est pas remis. Il est décédé quelques mois plus tard. Donc, moi, je savais que j'avais fait juste. Et en étant en Irlande, je dis, maintenant, il faut que je relance ces gens de Cassis. Mais là, c'est autre chose parce que il faut passer à l'action et puis il faut oser. Du temps et il s'est passé, l'un dans l'autre, il s'est passé à peu près 1 mois. Je dis, mais alors là, maintenant, il faut passer à l'action, il faut les relancer. Et, je fais ça. Et ça s'est fait, en fait. Je suis allée chez eux, ça c'était en septembre l'année dernière, mais je suis allée en février, là, chez eux. Mais quand je rentre d'Irlande,
Enfin, je ne sais pas jusqu'où tu veux que j'avance là-dedans, parce que c'est tellement... Toutes les synchronicités, elles se mettent en place à partir du moment là. C'était juste, j'ai senti que ça vibrait, j'ai senti que ça mettait la joie. Mais moi, j'ai eu l'impression que la vie, elle me mettait un TGV sur le chemin, alors que j'aurais préféré aller en omnibus, tu vois. Mais je rentre d'Irlande. Et là, je reçois un coup de fil en anglais, quelqu'un qui me dit, oui, on s'est rencontrés en Irlande. Et je dis, bon, bah, je sais que j'ai donné mon numéro de téléphone, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré, mais j'ai aucune idée qui c'est, moi. C'est toi que j'ai rencontré d'ailleurs? Oui, on s'est rencontrés sur le chemin de ton rendez-vous. Et voilà. Où tu me dis, je vais voir des gens, je ne me rappelle pas qui c'est, mais ils sont là-bas, ils m'attendent à ce restaurant. Et donc, du coup, je vais... Voilà. Donc, je reçois ce téléphone, c'est un numéro suisse en plus, c'est bizarre. Et ils me disent, tu nous as parlé de certaines régions à visiter en Suisse, dont Bulle. Et là, ils me disent, eh bien, on est là. J'ai dit, genre, vous êtes là à Bulle? Oui, on est au Marco Polo. Et là, je suis sortie de chez moi. C'est vrai que j'étais dans un état. Je dis, mais je ne sais même pas qui je vais voir. Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas la moindre idée. C'était très drôle. Oui. Et je t'ai croisée. Je me rappelle bien de ce moment-là dans la cour du château. Là, enfin. Et donc, ces gens sont... Ben, je les ai emmenés chez moi. On est allé visiter Gruyère. Je les ai invités après pour manger la fondue. C'était des clients d'un bed and breakfast où j'ai travaillé en Irlande 2 ans auparavant. Et c'est des Canadiens qui viennent d'Alberta. Ils rêvaient de venir en Suisse, donc ils avaient prévu un voyage de 3 semaines en Suisse. Et ils sont arrivés là. Et donc, ils me demandent des nouvelles du livre. Et je me rappelais très bien d'eux quand je les ai vus. Hein. Ils sont assez âgés. Ils ont maintenant 84 et 76 ans. Et pendant le repas, ils me prennent des nouvelles du livre et tout. Et moi, je leur raconte un petit peu mes dernières idées. Et ils disent, Diane, on veut que tu viennes au Canada écrire ton 2e livre. On veut que tu viennes chez nous. Et moi, je dis, mais au Canada, c'est loin. Et donc, je suis sur le point de partir parce que je vais partir mardi, du coup, au Canada. Enfin, voilà, les opportunités, elles se placent. Et puis, elles arrivent toutes seules, en fait. Et moi, je dis oui et j'y vais. Oui, alors moi, ce que j'entends surtout dans ce que tu racontes, c'est cette confiance de faire partie de la toile, qu'on a chacun sa place, et puis que quand on prend sa place, on peut être en répondance avec tous les liens invisibles qu'on a ou non. Et on prend les invitations et on se déplace comme ça sur la toile et on change comme ça de décor au fur et à mesure, ce qui permet une évolution, ce qui permet d'enrichir sa vie, en fait, énormément. Oui. Et moi, j'adore les constructions que la vie, elle fait, en fait. Elle met en place des synchronicités. Et tout ce qui m'arrive, quand je regarde, je dis, OK, il se passe ça maintenant, mais ça s'est planté où, la graine? Tu remontes le fil de la toile. Tu dis, waouh, mais c'est juste génial, en fait. Oui. Tous les éléments qui sont mis en place d'un côté et de l'autre pour que la rencontre ait lieu ou pour que quelque chose se passe. Moi, je suis émerveillée par ça, mais émerveillée tous les jours. Et c'est ces moments-là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de peut-être plus grand que nous. C'est clair. Et que des fois, construire cette foi de s'abandonner là-dedans, c'est se laisser guider. Alors, ça ne veut pas dire être inactif. Non, parce que c'est être vraiment acteur de sa vie, mais c'est avoir cette confiance de la toile. Et c'est vraiment un exercice que je propose en méditation en général, et aussi qui balance les jeux de pouvoir. Hein. Les gens, quand on juge, on se met un peu au-dessus. Et en fait, c'est de se remettre à une toile qui est vraiment, complètement, qui est vraiment horizontale. Mais en fait, on ne fait que de se promener dans ces liens. Et au plus on ouvre son cœur à ça, et au plus on s'enrichit, au plus la vie devient joyeuse. On rentre vraiment dans une joie. C'est ça que j'adore chez toi, c'est cette joie de pouvoir être libre, en fait. Parce qu'au final, c'est un peu ça. C'est se libérer de tous ces dogmes, de tous ces cadres qu'on se met pour, en fait, expérimenter une vie libre. Libre d'être soi, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça te parle. Et avancer dans la confiance, quoi, vraiment. C'est ça. Et puis j'aime beaucoup cette notion que tu rappelles là, qu'on est tous au même niveau. Pour moi, j'ai partagé tellement, j'ai donné beaucoup de cours, et puis de dire, mais ça c'est quand même la base, c'est-à-dire que personne est supérieur à moi, et moi je suis supérieure à personne non plus. Puis souvent tu le vois dans les relations parents-enfants, quand même souvent le parent qui pense qu'il est supérieur, alors il met le cadre, on est d'accord, hein, parce que des fois ça peut être mal compris aussi. Mais en soi, en tant qu'âme humaine, le parent n'est pas supérieur à l'enfant. C'est ça. Pareil au travail, le chef n'est pas supérieur aux collaborateurs. Pareil dans toute la vie, je veux dire, un président d'un pays, il n'est pas supérieur à toi ou moi. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment très important. On est juste tous pareils, on est des âmes là, les mêmes, on est des humains. Et on a des rôles, on joue un jeu avec chacun son rôle. Mais à la base,
personne ne vaut plus qu'un C'est autre, ça. quel que soit le rôle qu'on joue en ce moment. C'est ça. Merci. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager avec toi. Pas avec joie. Et je me réjouis de partager cette vidéo. Et je me réjouis surtout de prendre des nouvelles de ce livre. Je te souhaite vraiment un bon voyage au Canada. Merci beaucoup. Ça va être assez fabuleux. Oui. Et c'est marrant parce que tu pars tout le temps. Et toi qui me disais, je ne suis pas spécialement une grande voyageuse. Voilà. Je pense que la vie a fait de toi une voyageuse. Oui. Et ben, du coup, je te souhaite vraiment bon vent et beaucoup d'inspiration pour l'écriture de ce livre. Merci beaucoup. Et bon vent à toi aussi, avec tout ce que tu mets en place. Et pareil, tu m'as fait des beaux compliments au début, mais attends, toi aussi, tu es très solaire et c'est une joie tout le temps de parler avec toi. Merci. Vraiment, c'est des beaux échanges. Super. Merci, Diane. À bientôt. À bientôt.